Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui portera sur le changement d'unité et les grandeurs composées. À votre avis, pour quelle raison la leçon sur les changements d'unité est-elle si importante? Eh bien parce que plus vous allez avancer dans vos études et plus vous allez devoir convertir des unités toujours de plus en plus extravagantes. Et aussi parce que lorsque vous passez à la caisse d'un supermarché, eh bien vous n'aimez pas vous faire truander. Mais aussi parce que vous voulez cuisiner un beau gâteau et en réalité la recette ne vous donne jamais les bonnes unités qui correspondent au récipient gradué que vous possédez. Après avoir vu cette vidéo, vous serez capable d'appréhender toutes les unités du système international. Vous serez également capable de convertir toutes les grandeurs temporelles indispensables. Et dans cette vidéo, vous verrez aussi la notion de grandeur produit, mais également aussi la notion de grandeur quotient. Et enfin, Ghislain vous présentera un exercice de mise en application de type brevet qui vous permettra de vous mettre en situation d'examen. Passons dès à présent à la notion de système international d'unité. Le système international d'unité est le système le plus largement employé dans le monde. Mais cela ne veut pas dire que c'est le système d'unité qui est utilisé dans tous les pays du monde. Un des pays qui ne l'utilisent pas par exemple, eh bien c'est les États-Unis. Le système international d'unité adopte en réalité 7 grandeurs fondamentales. Mais ici, je ne vais vous en présenter que 5, puisque ce sont ces 5 grandeurs que vous devez absolument connaître pour l'examen du brevet. Les grandeurs fondamentales utilisées sont les suivantes. La longueur, qui s'exprime en mètres. La température, qui s'exprime dans le système international en Kelvin et non en degrés Celsius. La masse qui s'exprime en kilogrammes. Le temps en secondes. Attention, pas en une autre unité que les secondes. Et enfin, l'intensité du courant électrique qui s'exprime en ampères. Peu importe la nature des grandeurs que vous devez convertir, elles se convertissent toutes avec un coefficient multiplicateur, sauf pour certains cas particuliers que nous allons voir dans les diapositives suivantes. Pour cela, il existe des suffixes qui mettent en évidence le coefficient multiplicateur que nous devons utiliser pour convertir l'unité en question. Ici, si nous démarrons de l'unité et que nous souhaitons par exemple aller vers des grandeurs plus grandes, eh bien nous irons vers les grandeurs déca, hecto, kilo, méga, voire giga. Et si nous souhaitons aller vers des grandeurs plus petites, eh bien nous irons vers du déci, centi, milli, voire du micro. Donc, passons avec un cas plus concret. Ici, par exemple, les longueurs. Donc, si nous commençons par l'unité du système international, qui est en réalité les mètres, eh bien, si nous souhaitons aller vers des grandeurs plus grandes, eh bien, nous irons vers des décamètres, des hectomètres ou des kilomètres, et ainsi de suite. Et si nous souhaitons aller vers des grandeurs plus petites, eh bien, nous irons vers des décimètres, centimètres, millimètres, voire même des micromètres. Donc, utilisons ce tableau de manière concrète. Ici, nous utilisons par exemple les masses. Comment utilisons-nous ce tableau ? Eh bien, si nous démarrons par les grammes, qui est la grandeur unité, mais attention, qui n'est pas l'unité du système international. L'unité du système international, ce sont les kilogrammes. Mais ici, démarrons du gramme. Et bien ici, pour convertir une unité, eh bien nous devons utiliser ces coefficients multiplicateurs qui sont inscrits en bas. Par exemple, si dans l'énoncé de l'exercice, nous avons une donnée qui est écrite en kilogrammes et que nous souhaitons nous convertir cette donnée en grammes, eh bien ici, nous allons devoir multiplier cette donnée par 1000 et nous obtiendrons des grammes.
Et inversement, si l'énoncé nous donne une grandeur en milligrammes et que la question nous demande de convertir cette grandeur milligrammes en grammes, et bien ici nous allons devoir multiplier le résultat par 0,001, ce qui nous donnera donc un résultat en grammes. L'éléphant du cirque Imagine doit être pesé avant de monter sur sa plateforme où il fera une démonstration périlleuse devant des milliers de gens. Son dresseur lit 5426,71 kg sur la balance. Quelle est sa masse en grammes et quelle est sa masse en tonnes? Ici, nous avons deux manières de résoudre cet exercice. Soit nous utilisons le tableau que nous avons vu précédemment et nous voyons que par exemple nous avons une donnée dans l'exercice qui est inscrit en kilogrammes, et donc si nous avons des kilogrammes et que nous voulons nous convertir ce résultat en grammes, eh bien nous allons devoir multiplier le résultat par 1000. Nous avons alors 5426,71 fois 1000 qui est égal à 5 426 710 grammes. L'éléphant pèse en réalité 5 426 710 grammes. Ou bien alors nous avons une autre solution, nous utilisons un tableau de conversion. Ici vous voyez que entre le kilogramme et la tonne, eh bien nous avons 3 cases. Eh bien c'est la même chose que dans le tableau précédent. Vous voyez par exemple que dans le tableau précédent, vous remarquez que entre le kilogramme et la tonne, eh bien nous avons 3 zéros en plus, ce qui n'est pas le cas avant. Vous voyez bien qu'entre le gramme et le décagramme, nous avons qu'un seul zéro en plus, puisque nous multiplions par 10. Et puis entre le décagramme et entre l'hectogramme, nous multiplions par 100, donc nous rajoutons seulement un zéro en plus. Entre l'hectogramme et le kilogramme, nous rajoutons un seul zéro. Et entre le kilogramme et la tonne, eh bien nous rajoutons 3 zéros. De même, entre la tonne et le gigagramme, nous rajoutons aussi 3 zéros. Eh bien, dans ce nouveau tableau, nous allons utiliser une case par zéro, par unité. Donc, ce qui veut dire qu'entre le kilogramme et la tonne, il y aura 3 cases qui le sépareront, et entre la tonne et le gigagramme, il y aura 3 cases qui les sépareront également. Maintenant, eh bien, nous avons, nous, un résultat en kilogrammes que nous voulons convertir en grammes. Eh bien, nous allons d'abord inscrire notre donnée à l'intérieur du tableau. Donc, nous commençons par les unités qui est le 6 au niveau des kilogrammes. Et puis, nous inscrivons les autres chiffres dans les cases suivantes. Le 2, le 4, puis le 5. Et ensuite, nous apposons la virgule, puis nous ajoutons les chiffres après la virgule. Maintenant que nous avons inscrit notre grandeur en kilogrammes, eh bien, nous devons la convertir en grammes. Nous utilisons notre virgule et nous la déplaçons des kilogrammes vers les grammes. Et puisque nous avons un trou dans la case du gramme, nous rajoutons simplement un zéro. Et puisqu'il n'y a rien derrière la virgule, cela veut dire que l'on peut supprimer notre virgule. Et voilà, le résultat est exactement le même que précédemment. L'éléphant pèse alors 5 426 710 grammes. Maintenant, convertissons cette grandeur en tonnes. Eh bien, nous faisons exactement le même travail que précédemment. Nous inscrivons d'abord notre unité, puis nous continuons avec les chiffres après, et puis la virgule avec les chiffres derrière la virgule. Et maintenant, nous devons convertir en tonnes. Eh bien, c'est très simple, nous faisons pareil que tout à l'heure. Nous prenons notre virgule et nous la mettons vers les tonnes. Et voici le résultat. L'éléphant pèse en réalité 5,42 671 tonnes. Passons sans plus attendre aux différents cas particuliers de conversion. Alors j'ai ici 3 cas particuliers de conversion à vous présenter. Et l'un des premiers cas de conversion est la conversion temporelle. Alors ici, la vraie difficulté dans les calculs sur les durées réside dans la transformation entre les écritures décimales, qui sont en réalité les écritures que l'on utilise dans la vie de tous les jours en mathématiques, en écriture sexagésimale, qui sont en réalité des écritures à base 60. Donc les écritures décimales sont des bases 10
donc écritures que l'on utilise tous les jours, et les écritures sexagésimales sont en réalité des bases 60. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que, par exemple, 60 secondes est égal à 1 minute. Et de même que pour 60 minutes est égal à 1 heure. Et donc en fait, tout est en base 60. Et c'est ce type de transformation qui est très difficile dans les conversions temporelles. Donc ici, par exemple, le jour, on sait qu'un jour, ça fait 24 heures. Et donc, si chaque heure, on les multiplie par 60, eh bien en réalité, dans 24 heures, on a 86 400 secondes. Donc ici, on va un peu mieux comprendre avec l'heure. On sait que 1 heure, c'est égal à 60 minutes, et que 60 minutes est égal à 3600 secondes. Ici, en réalité, pour convertir les heures en minutes, eh bien ici, on multiplie par 60, puisque c'est une écriture à base 60. Donc en fait, 1 heure fois 60, eh bien c'est égal à 60 minutes. Et si on veut convertir les minutes en secondes, eh bien 60 minutes fois 60, eh bien c'est égal à 3600 secondes. On multiplie par 60 à chaque fois pour passer d'une base à une autre base. Eh bien on va faire la même chose avec les minutes. On sait que pour convertir des minutes en secondes, on multiplie par 60. Eh bien ici on voit que si on multiplie 1 minute fois 60, eh bien on trouve 60 secondes. Donc tout le monde sait que 60 secondes est égal à 1 minute. Mais si le jour où vous n'aurez pas une seule minute, vous devez savoir le convertir. La milliseconde, elle, n'est pas une base 60. Puisque, en fait, pour convertir une seconde en milliseconde ou inversement, eh bien, on utilise le tableau que nous avons vu dans les slides précédentes. Et également pour la microseconde, qui une microseconde est égale à 10 puissance moins 6 secondes. Et enfin, la nanoseconde que vous ne rencontrerez pas souvent, ou peut-être plus tard dans vos études, qui en réalité, une nanoseconde est égale à 10 puissance moins 9 secondes, c'est-à-dire 0,000000001, suivi de 8 zéros. Le deuxième cas particulier de conversion est en réalité les conversions de température. Ici, il existe en réalité 3 unités de température qui sont les plus couramment utilisées dans le monde. Nous avons le Kelvin qui fait partie du système international d'unités. Ici, une température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273,15. On a aussi du coup le degré Celsius qui du coup inversement, le degré Celsius est égal au degré Kelvin moins 273,15. Donc c'est simplement le calcul inverse. Et puis enfin, le degré Fahrenheit qui est utilisé dans certains pays anglo-saxons. Une température en degrés Fahrenheit est égale à 5/9 fois la température en Kelvin. Le troisième et dernier cas particulier de conversion est en réalité la conversion des angles. Donc ici, nous avons également 3 unités d'angle qui sont les plus couramment utilisées. La première qui est le degré, que nous connaissons tous. Et en fait, nous avons un lien entre le degré et le radian. Donc si nous avons des radians et que nous voulons convertir ces radians en degrés, eh bien nous multiplions les radians par 180 sur pi et nous trouvons des degrés. Et inversement, nous avons l'unité qui est le radian. Et bien ici, si nous avons des degrés et que nous voulons convertir ces degrés en radians, eh bien nous multiplions ces degrés par pi sur 180. Remarquez que ici nous avons multiplié simplement par la fraction inverse. Si nous voulons convertir des radians en degrés, nous multiplions par 180 sur pi. Et si nous voulons convertir des degrés en radians, nous multiplions par pi sur 180, qui est en réalité l'inverse de la fraction précédente. Et enfin l'unité qui est le grade, que vous rencontrerez probablement moins souvent dans votre vie, sauf si vous travaillez dans le bâtiment et de très grosses entreprises. Ici, si l'on veut convertir des degrés en grades, eh bien ici vous allez devoir multiplier par 1,1111. Vous allez forcément retenir cette conversion qui est très facile à mémoriser. Nous allons donc ensemble résoudre un petit exercice d'application qui va nous permettre de nous entraîner
sur les quelques cas particuliers de conversion de ces grandeurs fondamentales. Première question. Nicolas est parti de Paris à 8h15 et est arrivé à Monaco à 16h45. Calculez le temps de trajet en heures, puis en minutes. Question numéro 2. La distance Paris-Monaco fait 950 km. Calculez cette distance en mètres. Et enfin, question numéro 3. Nicolas a dû effectuer un freinage d'urgence. Lors du freinage, la voiture a dérapé en tournant sur un angle de π/2 radians. Calculez alors l'angle que la voiture a parcouru en degrés. Passons sans plus attendre à la résolution de la question numéro 1. Ici, ce que nous devons faire, c'est calculer le temps de trajet d'abord en heures et puis en minutes. Et pour cela, nous convertissons d'abord tous les horaires en heures. Donc ici, nous avons en réalité 8h15. Nous allons le convertir en heures, puisque nous avons 8 heures, mais attention, nous avons 8 heures plus 15 minutes. Et comme nous n'avons pas les mêmes unités, nous devons convertir tout à la même unité. Donc nous avons alors 8 heures plus 15 minutes divisé par 60. Si nous avons des minutes que nous devons convertir en secondes, on multiplie par 60. Par contre, si on a des minutes que l'on veut convertir en heures, on divise par 60. Donc on a 15 divisé par 60, qui sont donc maintenant des heures, puisqu'on a divisé par 60. Et ceci est égal à donc 15 divisé par 60 à 0,25. Et donc en heures, nous avons alors 8,25 heures. Voilà, donc nous avons un résultat qui est maintenant complètement en heures. Et enfin, nous avons 16h45 minutes, 16h45. Comme nous avons 16 heures plus 45 minutes, nous devons convertir ces minutes en heures. Et donc on fait la même chose, les minutes on les divise par 60 pour les convertir en heures. Et donc 45 divisé par 60 est égal à 0,75. Et donc nous avons alors un résultat en heures qui est de 16,75 heures. Maintenant que nous avons bien un résultat décimal, c'est plus une base 60, nous avons un résultat décimal. Donc on peut faire des calculs mathématiques comme nous avons l'habitude de faire habituellement. Donc ici, calculons le temps de trajet en heures. Donc, pour calculer le temps de trajet en heures, on fait la différence des deux. Donc on calcule le temps d'arrivée moins le temps de départ, et on trouve alors donc 8,5 heures. Donc nous avons calculé alors le temps de trajet. Le temps de trajet est de 8,5 heures. Maintenant, puisque nous devons donner le résultat en minutes, alors on convertit ce trajet en minutes. Pour convertir ce trajet en minutes, on prend le temps que nous avons trouvé en heures, le temps du trajet, et on le convertit en minutes. Donc nous avons, alors vous savez que quand on doit convertir des heures en minutes, on multiplie par 60. Les minutes en heures, on divise par 60, et les heures en minutes, on multiplie par 60. Donc 8,5 fois 60 est égal à 510 minutes. Et nous avons terminé la résolution de la question numéro 1. Passons maintenant à la résolution de la question numéro 2. Donc ici, ce que nous devons faire, c'est calculer la distance en mètres du trajet. Donc nous avons 950 km que l'on doit convertir en mètres. Donc ici, vous vous souvenez que dans le tableau que nous avons vu précédemment, lorsqu'on doit convertir des kilomètres en mètres, en réalité, on doit simplement multiplier par 1000. Donc 950 fois 1000 est égal à 950 000 mètres. Et nous avons résolu la question numéro 2. Passons donc maintenant à la résolution de la question numéro 3. Et ici, donc, Nicolas qui a dû effectuer un freinage, lors de son freinage a dérapé sur π/2 radians. Et donc on doit calculer cet angle en degrés. Donc ici, nous n'avons pas forcément besoin de réfléchir, on a seulement besoin de faire une conversion d'unité. Donc on doit convertir ces radians en degrés. Donc vous vous souvenez que précédemment, nous avons vu que pour convertir des radians en degrés, nous
prenons les radians et nous les multiplions par 180 sur pi. Donc ici on voit que on a pi sur 2 divisé par 180 sur pi. Donc on peut simplifier les pi. Donc les pi en haut et en bas se simplifient. Et donc on n'a plus que du 180 sur 2. Et donc on sait que 180 divisé par 2 est égal à 90. Donc on a un angle en réalité de 90 degrés. Donc la voiture a dérapé sur un angle de 90 degrés, qui est en réalité un angle droit. Et nous avons terminé la résolution de ce petit exercice de mise en application. Passons maintenant à la partie sur la notion des grandeurs produits. On appelle grandeur produit une grandeur formée par le produit de plusieurs grandeurs. Un exemple de grandeur produit est par exemple l'aire d'une figure. Ici, lorsqu'on multiplie deux longueurs, on obtient une superficie qui est exprimée en grandeur carrée. Donc par exemple pour les aires, on peut établir un tableau de conversion, exactement de la même manière que précédemment. Sauf que vous voyez, attention que les grandeurs sont au carré, et donc puisque ce sont des grandeurs au carré, attention, nous n'ajoutons pas qu'un seul zéro entre deux grandeurs, nous ajoutons deux zéros, attention. Et ce qui implique que dans le tableau de conversion, nous avons deux cases par grandeur. C'est-à-dire que pour passer des mètres carrés à des centimètres carrés, par exemple, nous retirons deux zéros, nous passons deux cases. Et pour convertir des mètres carrés en décimètres carrés, nous devons passer deux cases aussi, c'est-à-dire rajouter deux zéros, multipliés par 100. Pour exemple, si à l'intérieur d'un énoncé, nous avons des décimètres cubes et que nous devons les convertir en mètres cubes, nous allons, attention, devoir multiplier par 100 pour convertir les décimètres cubes en mètres cubes. Et inversement, si à l'intérieur de l'énoncé, nous avons des millimètres cubes et que nous devons les convertir en mètres cubes, nous allons devoir multiplier par 0,0001. Un deuxième exemple de grandeur produit est le volume d'une figure géométrique. Ici, lorsqu'on multiplie non pas deux longueurs, mais trois longueurs ensemble, on obtient un volume qui est exprimé cette fois-ci en unités cubes. Et donc on peut aussi établir un tableau de conversion. On peut donc établir un tableau de conversion de deux grandeurs volumes, les litres, et puis les mètres cubes, centimètres cubes et décimètres cubes. Donc ici, par exemple, à l'intérieur d'un produit, si nous voulons convertir des décalitres et que nous voulons les convertir en litres, nous allons devoir multiplier par 10. Remarquez que lorsque l'on veut convertir des grandeurs en litres, nous utilisons exactement la même règle que dans les grandeurs unitaires que nous utilisions précédemment. Ce qui veut dire que lorsque nous voulons convertir des décalitres en litres, nous n'ajoutons seulement qu'un seul zéro. On multiplie seulement par 10. Par contre, à l'inverse, pour des grandeurs cubes, on a 3 cases par grandeur. Donc ce qui veut dire que si nous avons par exemple des centimètres cubes et que nous devons les convertir en décimètres cubes, nous allons devoir supprimer 3 zéros. C'est-à-dire que nous allons devoir multiplier par 0,001 pour pouvoir convertir les centimètres cubes en décimètres cubes. Également, une autre chose que vous allez souvent rencontrer, c'est un mélange des deux grandeurs, litres et grandeur cube, en même temps, à l'intérieur d'un énoncé. C'est-à-dire que parfois, on va vous demander de convertir des décimètres cubes en millilitres, ou inversement, parfois, on va vous demander de convertir, par exemple, des litres en mètres cubes, ou des litres en centimètres cubes. C'est parce qu'il y a une correspondance entre les litres et les grandeurs cubes. Puisque vous voyez très bien que, par exemple, un litre, ça correspond à 1 décimètre cube. Les deux grandeurs sont équivalentes. Passons dès maintenant à la partie sur les grandeurs quotients. On appelle grandeur quotient une grandeur formée par la division de plusieurs grandeurs.
Donc si vous avez compris les grandeurs produits, eh bien vous allez comprendre les grandeurs quotients. Ici nous avons un premier exemple de grandeur quotient, c'est par exemple les vitesses. Généralement, elles sont exprimées en km par heure ou en mètres par seconde. Eh bien ce sont des grandeurs quotients puisque les kilomètres sont divisés par des heures ou les mètres sont divisés par des secondes. Une chose importante que vous devez toujours connaître par rapport aux grandeurs produits ou aux grandeurs quotients, c'est qu'en se rappelant de l'unité, eh bien on se souvient aussi de la formule lorsque l'on doit calculer quelque chose. Comme on sait que la vitesse s'exprime en kilomètres par heure, eh bien on sait alors que la formule de la vitesse, eh bien c'est une distance divisée par un temps, qui est des kilomètres sur des heures, donc une distance divisée par un temps. Donc la formule, eh bien c'est égal à V égale D sur T, et c'est justement la formule d'une vitesse. D'autres grandeurs quotients sont à connaître. Par exemple le débit. Le débit, il est habituellement exprimé en litres par minute, ou alors en mètres cubes par seconde. Alors maintenant, vous savez que les litres et les grandeurs en cubes et les mètres cubes, il y a une équivalence entre les deux. En réalité, qu'est-ce que ça représente le débit ? Eh bien, en fait, c'est une vitesse d'écoulement d'un fluide. La vitesse d'écoulement de l'eau du robinet, eh bien, elle s'exprime en litres par minute. Eh bien, c'est un débit. Combien de litres en une seule minute on peut réussir à sortir du robinet ? Et une autre grandeur quotient que vous devez connaître, c'est la densité d'habitants, que vous allez rencontrer énormément dans les exercices de statistiques, qui est exprimée en général en habitants par kilomètre carré. Cette grandeur correspond à combien d'habitants il y a par kilomètre carré. On a combien d'habitants sur un seul kilomètre carré. Nous allons résoudre ensemble un petit exercice de mise en application qui va nous permettre d'utiliser une grandeur quotient. Ici, nous devons calculer la vitesse en km par heure de la voiture de Nicolas qui a parcouru 950 km en 8h30. Donc ici, nous devons calculer une vitesse en km par heure, des kilomètres sur des heures. Donc pour parvenir à un résultat en km par heure, donc des kilomètres sur des heures, eh bien il nous faut des kilomètres que nous avons, et il nous faut aussi des heures. Mais par contre, nous avons des heures, mais nous avons aussi des minutes. Donc nous devons d'abord commencer par convertir les horaires en heures. Donc nous avons 8h30, que nous convertissons, donc nous avons 8h et 30 minutes, et donc ces 30 minutes, nous devons les convertir en heures. Et donc pour convertir en heures, puisque nous savons que 60 minutes est égal à 1 heure, donc nous divisons ces 30 minutes par 60 pour convertir en heures. Et donc ce qui donne 30 divisé par 60 égale 0,5. Et nous avons donc parcouru cette distance en 8,5 heures. Ensuite, nous devons calculer la vitesse de la voiture. Maintenant que nous avons des kilomètres et des heures, souvenez-vous de la remarque que je vous ai faite précédemment. Si nous connaissons l'unité, alors nous connaissons la formule. Nous connaissons l'unité qui est des kilomètres par heure, et bien alors nous connaissons la formule. Donc, puisque nous avons des kilomètres sur des heures, alors nous avons une vitesse qui est égale à une distance sur un temps. Donc alors V est égal à D sur T. Et comme on a V égale D sur T, eh bien nous avons D qui est égal à 950 km, et nous avons T le temps qui est égal à 8,5 heures. Et donc si nous réalisons l'application numérique de ce rapport, eh bien la vitesse de la voiture de Nicolas était de 111 km/h. Passons dès à présent à l'exercice de mise en application de type brevet. Question numéro 1. Une piscine olympique a un volume de 3,75 décamètres-cubes. Déterminez son volume en mètres cubes, puis en décimètres cubes et en litres. Question numéro 2. La tortue domestique de Jonathan avance à la vitesse de 1,34 cm par seconde. Calculez sa vitesse en km par heure. Question numéro 3. Aux États-Unis, lors d'une course sponsorisée par les réalisateurs du jeu vidéo Gran Turismo,
Un commentateur annonce qu'une voiture a atteint la vitesse de 2,6 miles par heure. Un Français présent dans les tribunes se demande quelle est sa vitesse en kilomètres par heure. Je vous souhaite donc une très bonne résolution de cet exercice et à tout de suite pour la correction de l'exercice lors de la prochaine vidéo et à très bientôt pour de nouvelles leçons malines et ingénieuses.